Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 11e bulle des deux rives qu'on est ravis, Céline et moi, d'animer aujourd'hui avec Bernard Paul et avec vous, une cinquantaine de participants inscrits pour cette bulle de lumière, notre dernière bulle avant l'été. Comme d'habitude, vous nous rejoignez au fur et à mesure et on en profite pour vous présenter rapidement le concept des bulles ainsi que la Scope Les Deux Rives et sa démarche pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc en deux mots, la Scope Les Deux Rives, nous sommes une société multirégionale coopérative qui est implantée à Lyon et à Strasbourg et qui agit également à Dijon, à Caen et à Paris et à Nîmes. Notre mission, c'est d'animer, de défricher et de mettre en lien les professionnels sur les sujets de l'écologie dans le bâtiment et l'aménagement au travers de la formation, des voyages d'études, de l'annulation de réseau et de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre parti pris, c'est de détourner, questionner et expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter et de vivre ensemble et les modèles économiques associés. Avec notre mantra « Faire ensemble et autrement », cette phrase que vous retrouvez sur nos illustrations et qu'on a toujours autant à cœur d'affirmer. L'idée de ces bulles des deux rives, qu'on imagine pétillantes, ressourçantes et chaleureuses, c'est de garder le lien entre les acteurs de la communauté des DQE, développement durable et qualité environnementale, de partager de la connaissance et d'interpeller sur ces sujets de l'écologie dans le bâtiment et que chacun, chacune puisse contribuer au débat et à la révolution des pratiques professionnelles et individuelles dans ce contexte d'urgence climatique et sociétale qui transpire durant toutes ces bulles. Avec ces rencontres des DQE sous forme de webinaires, on souhaite permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent les formations certifiantes et labellisées des DQE et d'échanger avec les experts qui les animent et qui nous font le plaisir de contribuer à cette initiative. Donc aujourd'hui, c'est Bernard Paul qui va animer cette 11e bulle sur le sujet « Lumière rêvée, se réapproprier la lumière naturelle dans le projet ». Bernard, tu vas nous emmener entre le réel, le virtuel et le vécu, nous questionner sur les mises en lumière du projet architectural en réinterrogeant les usages et les points de vue avec empathie. Tu nous interrogeras texture, couleurs, matériaux, ambiance. Est-ce que produire une image qui projette un vécu pour séduire autrement est une prise de risque aujourd'hui ? Le monde numérique dans lequel nous vivons propose aux spectateurs de vivre une expérience des bâtiments avant même que ceux-ci n'existent. Cette expérience, elle n'est pas seulement géométrique ou descriptive, mais elle est aussi sensorielle. Elle génère des émotions à travers des images fixes ou animées, d'objets en 3 dimensions insérés dans un contexte urbain, des objets dans lesquels on va même faire pénétrer l'observateur. La lumière qui baigne ces scènes est soigneusement travaillée, de façon à capter notre regard, et tu nous proposeras avec cette bulle quelques clés pour analyser et interpréter ces images. Tu nous donneras des pistes pour améliorer notre capacité d'analyse et d'anticipation des éventuels écarts entre l'objet architectural idéalisé et le projet concret. Permettre aux concepteurs et aux maîtres d'ouvrage de reprendre le contrôle des images produites, asseoir ses choix conceptuels et se distinguer par rapport au flux pictural ambiant, remettre le point de vue de l'habitant au centre de la démarche, c'est dans cette balade éclairante que tu nous proposes de nous engager aujourd'hui, Bernard. Donc, quelques mots rapides sur ces bulles des deux rives, notre rendez-vous webinaire. Comme à chaque fois, nous alternons un sujet réflexif et une application un peu plus concrète sur la thématique traitée. La programmation et les liens d'inscription pour les prochaines bulles sont renseignés sur le blog Faire ensemble et autrement, donc ce sont les bulles de la rentrée, le site sur lequel vous êtes inscrit. Les enregistrements audio et vidéo des 10 premières bulles y sont aussi consultables pour celles et ceux qui souhaitent les visionner cet été, les revisionner, ou les partager avec un petit bonus sur le fil de la bulle, agrémenter des contributions de vous participants à ces webinaires. Les enregistrements audio sont aussi disponibles sur notre chaîne SoundCloud sous forme de podcast. Quelques mots donc sur le déroulé technique de cette bulle. Donc, on peut passer à la slide suivante, Bernard, merci. Le webinaire se déroule en 2 temps, correspondant à 2 sujets traités par notre intervenant. Chacun de ces sujets va se dérouler en 2 parties de 15 à 20 minutes chacune. Donc, la présentation de la thématique par notre intervenant et qui est suivie par un temps de questions-réponses, donc animé par Hélène et moi-même sur la base de vos réactions et questions posées dans la section conversée. Donc, si vous avez une question pendant la présentation ou pendant les questions-réponses, vous l'écrivez dans le chat, de préférence de façon synthétique. Pour vos commentaires et questions-réponses, si vous souhaitez les partager à l'ensemble des participants, en plus des conférenciers, n'hésitez pas à configurer vos commentaires en fonction. Nous avons configuré donc cette séance, comme d'habitude, la vidéo coupée et micro éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation.
Et vous pouvez configurer aussi l'affichage de votre côté pour déplacer la vignette de l'intervenant et les nôtres. Voilà, on est donc parti pour passer 1h30 ensemble avec Bernard Paul, que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette 11e bulle. Bernard, tu es architecte de formation et tu as eu l'opportunité de travailler sur la thématique de la lumière naturelle tout au long de ton parcours professionnel. Après différentes expériences dans le monde académique, donc à l'ENTPE, à l'École d'architecture de Genève, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui t'ont permis de rencontrer tes futurs associés, tu as participé à la fondation de l'entreprise Estia à Lausanne, en Suisse, dont la vocation est de promouvoir l'innovation et la mise en œuvre des principes du développement durable dans l'environnement construit. La lumière naturelle est l'un des thèmes sur lesquels vous travaillez au quotidien en lien avec le confort thermique et la performance énergétique des bâtiments. Et tu amènes cette approche technique et surtout sensible lors de la session lumière naturelle éclairage artificiel que tu animes en formation des DQE depuis de très longues années et à travers toute la France avec nous. Aujourd'hui, tu nous as proposé d'articuler ton propos sur l'éclairage naturel et la lumière rêvée autour de 2 temps. Donc, le premier temps sur le traitement de la lumière, quelques points d'éclairage, où tu aborderas les effets de formatage, effets de mode, espace vécu, le traitement de la lumière naturelle dans les images de projet, avec un détour par quelques fondamentaux sur la lumière naturelle. Et en temps 2, il s'agira de reprendre le contrôle de l'image dans la conception, donc image versus réalité, quelques recommandations à destination des concepteurs et des maîtres d'ouvrage en s'appuyant sur le point de vue de l'habitant. On te laisse à présent la parole pour le premier temps de l'intervention de cette 11e bulle. Et tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis ravi de commencer l'été avec cette petite bulle sur la lumière. Je remercie donc Hélène et Céline de m'avoir fait confiance sur ce sujet. Bon, c'est un sujet qu'on pourrait considérer comme assez léger finalement, parce que, enfin, en tout cas, la façon dont je vais l'aborder. La lumière est une composante importante en fait des projets. C'est une composante majeure pour ce qui concerne finalement notre perception des projets, parce que, disons, notre cerveau a l'habitude de se reposer sur les images pour se décider, pour prendre la température même. En fait, voilà, notre œil est vraiment notre guide de tous les jours. Donc la lumière est quelque chose d'important dans le projet. Et la lumière naturelle est vraiment une composante aussi qui agit sur la performance des bâtiments. La lumière naturelle, ça veut dire les ouvertures. Et par ces ouvertures transite bien sûr de la lumière, mais aussi de l'information, de l'énergie. Il y a des échanges de température, etc. Donc en fait, si on veut maîtriser les paramètres d'une enveloppe, l'enveloppe d'un bâtiment, c'est bien de maîtriser, d'avoir la lumière naturelle en tête aussi. Alors, quand je donne ces formations des DQE, je commence par parler de 4 thématiques importantes. Le confort, on doit ne pas être ébloui, en fait, c'est ça, donc éviter l'inconfort. La performance, ça veut dire donner assez de lumière aux gens qui sont dans les bâtiments pour qu'ils puissent effectuer les tâches qu'ils ont à faire de façon performante. Donc, c'est plutôt une notion quantitative ici. L'agrément, bien sûr, c'est la teinte de la lumière, c'est les matériaux qui reçoivent et réfléchissent cette lumière ou la transmettent, c'est les vues, toutes sortes de choses qui sont parfois plus difficiles à quantifier, mais qui sont déterminants. Et puis bien sûr l'énergie, puisque la lumière c'est de l'énergie. Toute lumière, une fois qu'elle est absorbée, elle se transforme en chaleur. Donc ça contribue au bilan, enfin oui, au bilan thermique des bâtiments. Et puis c'est de l'énergie aussi. Si on utilise la lumière naturelle, c'est de l'énergie qu'on ne va pas utiliser pour éclairer des lampes. Alors, si je ne vais pas faire un cours sur l'éclairage naturel, mais juste pour introduire cette problématique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, on a vraiment beaucoup de lumière. On peut avoir jusqu'à 100 000 lux. Et notre œil, c'est configuré pour ces 100 000 lux. Donc, nos ancêtres étaient tout le temps dehors, sauf quand ils dormaient. Et donc, l'œil s'est formé pour être performant avec beaucoup de lumière. Et puis, en réalité,
aujourd'hui, on passe, je sais pas, 80 ou 90% de notre temps à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est plutôt quelques centaines de lux. Donc, on a fait une régression très importante en termes de quantité de lumière à laquelle on est soumis. Et bon, il faut maîtriser en fait ce qu'on va faire avec cette lumière. On peut utiliser l'éclairage artificiel pour compenser ça, mais on doit aussi dimensionner les enveloppes pour avoir suffisamment de lumière du jour, suffisamment de vue, suffisamment des systèmes de protection qui évitent d'être éblouis, etc. Alors, il y a un point que je n'ai pas encore abordé, mais la lumière, en fait, l'être humain est né comme tous les animaux sous le ciel, avec beaucoup de lumière et des cycles jour-nuit. Et puis, ces cycles-là, ils sont inscrits dans notre cerveau et ils se traduisent par la sécrétion de mélatonine. Pardon. Et cette sécrétion, lorsqu'elle se déclenche ou lorsqu'elle s'arrête, gère notre cycle de sommeil, d'éveil, d'enthousiasme, de performance, etc. Donc en fait, il y a aussi une composante santé dans la lumière. Alors, comment on peut faire pour juger un projet au moment où il n'existe pas encore, juger son potentiel d'éclairage naturel? En fait, la chose la plus simple ou la plus intuitive, c'est de regarder les images qui nous sont proposées. Et ces images, elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées. Et je vous propose ici de vous donner quelques clés pour interpréter les images qui nous sont proposées avant que les bâtiments n'existent et pour essayer de faire les bons choix, en fait, ou en tout cas de repérer ce qu'il faut absolument regarder dans une image de bâtiment alors qu'il n'existe pas encore. Alors, dans cette première partie, en fait, je me suis amusé à taper des mots-clés sur mon moteur de recherche et voir les images qui sortaient, en fait, avec ces mots-clés. Disons que je pense que c'est intéressant de voir qu'on est soumis à des tendances dont on est plus ou moins conscient. On est soumis à des tendances, des modes, des courants graphiques, esthétiques, etc. Et ces tendances sont assez homogènes. Si je prends par exemple le mot architecture, donc j'ai tapé ce mot-clé sur mon moteur de recherche, qui est un moteur qui s'appelle Ecosia. Donc ça, c'est les 3 premières lignes d'images qui sont arrivées lorsque j'ai tapé architecture. On voit que c'est un registre assez homogène d'images, des images plutôt avec des formats verticaux, portraits, un point de vue en contre-plongée, des bâtiments d'ailleurs assez hauts qui nous dominent, une lumière un peu froide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? La lumière artificielle est présente, mais de façon un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'elle est présente dans un mode entre deux, c'est entre le jour et la nuit. C'est plutôt pour nous suggérer que ces bâtiments pourraient être habités, mais quand même, dans toutes ces images, il y a très peu d'humains. Il y en a quelques-uns ici. Ici, il y a une foule, mais bon, ce n'est pas des usagers des bâtiments. Et puis, on pourrait aussi remarquer que la plupart de ces images sont des photos. Il y a quelques images de synthèse, je pense. Ça, je pense que c'est une image de synthèse ou un mix. Celle-ci aussi. C'est parfois difficile de les repérer, en tout cas à cette échelle. Je dirais que de ce registre d'images, si on tape le mot architecture et qu'on n'est pas architecte, eh ben, franchement, ça nous en impose, quoi. On est un peu dominé par les structures construites. Et une lumière un peu froide et imposante. Si maintenant, je tape architecture durable, toujours avec le même moteur de recherche, alors là, le vert apparaît. Le vert s'impose, on va dire. On a une omniprésence de la végétation. Alors, je n'ai pas trié les images, hein, alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup de une d'une publication que vous connaissez peut-être, Architecture durable. Mais si j'accepte ces images-là, qui sont finalement plus professionnelles, où on voit de la matière, du bois, des choses comme ça, les autres images sont des images... Quand j'ai montré ça à Céline, elle me disait il y a beaucoup de choucroute quand même.
Bon, on a l'impression que le durable, on est estampillé durable quand on met du vert, de la végétation. C'est comme un élément de camouflage finalement. On voudrait faire disparaître les bâtiments derrière la végétation. Si maintenant je tape ville durable, donc le vert est encore plus présent. Il est même présent dans les schémas. Le tram est vert, les bâtiments sont verts, le papillon est blanc, mais je pense que c'est une erreur. Et on a ici beaucoup d'images au format paysage. Finalement, on ne voit plus l'architecture ici. On a tapé ville, effectivement, on voit un peu des morceaux de ville. L'architecture a disparu derrière le vert, en fait. On ne va même pas dire la végétation, on va dire le vert. Et les humains sont quasi absents. Ou alors, bon, ce sont des villes un peu inhabitées quand même, un peu inquiétantes pour ça. Aussi, on peut remarquer que le point de vue qui nous est proposé, en fait, c'est toujours un point de vue aérien, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la ville, sauf peut-être quand on est à côté du tram. C'est je pense, un point important de voir comment ces images nous sont montrées et de quel point de vue on se place lorsqu'on veut décrire la ville durable, l'architecture, etc. Si maintenant je tape architecture et école, alors là, vous voyez que c'est des registres assez cohérents. Hein, je change de mot, je tombe sur des registres très différents, mais cohérents entre eux. Ici apparaît la couleur. Donc, couleur qu'on n'a pas vue ailleurs, hein, pas vue avant ça. On parle d'école, donc on parle d'enfants, et on pense que les enfants aiment bien la couleur, j'imagine. Peut-être que c'est les restes des souvenirs des parents qui jouaient avec des Legos ou des Duplo ou d'autres objets très colorés. Donc, dans le registre école, la couleur apparaît. Les images sont aussi en format paysage. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a très peu d'enfants. Là, je ne sais pas si c'est des enfants. Je crois que j'en ai aperçu un ou deux. Là, voilà. Mais c'est quand même très, très peu peuplé. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments, ce sont des images de bâtiments sans usagers. Et bon, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a aussi, j'avais noté qu'il y avait souvent des points de fuite un peu décalés. C'est-à-dire que on pourrait même imaginer que certaines fois les photos sont prises un peu plus basses que la moyenne, comme si on avait le point de vue d'un enfant. Enfin, ce n'est pas général quand même, mais par exemple ici, l'objectif est un peu bas et le bâtiment nous domine un peu. Et ici, on a un mélange de photos réelles et d'images de synthèse. Ça, je pense que c'est une image de synthèse. Bon, bien sûr, il y a quelques plans. Ça, c'est une image de synthèse, très certainement. Ça aussi. Mais il y a quand même pas mal de photos. Ça aussi, c'est de la synthèse. Si maintenant je poursuis et je m'intéresse à architecture et intérieur comme mot-clé, de nouveau un registre différent, assez cohérent, où disons qu'on va dire que le blanc pour les parois domine partout, le bois est présent aussi presque partout, et puis du gris ou du noir. Là, on est vraiment dans une tendance déco du moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que ici, le blanc, dans beaucoup d'images, le blanc est utilisé pour, j'imagine, suggérer le fait que ces espaces sont lumineux, et puis aussi, c'est comme un effacement des limites de l'espace, c'est-à-dire que les images sont dilatées, enfin le blanc dilate l'image, et on est dans des espaces qui sont en général petits, hein, les espaces intérieurs ne sont pas des immenses surfaces. Et pour faire disparaître ces limites, eh bien, voilà, le blanc est utilisé en même temps pour la lumière et en même temps pour suggérer que les espaces sont un peu plus grands qu'ils ne sont en général. On a beaucoup d'images dans lesquelles le point de fuite est au centre, en fait, on est dans l'axe des espaces pour avoir un grand recul. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas d'occupants. Ici, il y a 0 occupant, je crois, dans tous ces espaces intérieurs. Ça veut dire que c'est vraiment des images, on veut certainement pas, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais on prend pas le risque de mettre des gens là-dedans. Quand on vend des vêtements, on met des gens dedans, dans les vêtements, mais pas dans des intérieurs.
Ici, il y a aussi peut-être un dernier point, c'est que le dessin est utilisé aussi dans certaines images pour compléter les images. Donc, on a des images de synthèse, on a quelques photos, mais on a du dessin. Et c'est le seul registre que j'ai étudié où on a ces éléments comme ça dessinés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est intéressant de voir que on peut faire des images de synthèse vraiment exceptionnelles, on va le voir plus tard. Et en fait, dans certains registres, on a envie d'avoir un coup de crayon, de montrer avec des crayons, enfin des schémas, qu'on est dans un domaine peut-être un peu domestique. Je poursuis. Maintenant, si je m'intéresse aux deux mots-clés architecture et bureau, on est, en termes de registre coloré, on n'est pas très loin du registre précédent, c'est-à-dire beaucoup de blanc, beaucoup de bois et un peu de gris et de sombre. Mais peut-être ce qui change ici, c'est... Bon, on a vu que quand on parlait d'architecture, on avait des visions extérieures. Là, on a des visions purement intérieures. Il n'y a pas une image d'extérieur. On a beaucoup d'utilisateurs, pour le coup, cette fois-ci, dans presque chaque image, pas chaque, mais dans beaucoup d'images, il y a des utilisateurs, il y a des gens, il y a des gens qui travaillent, et même le point de vue de certaines images est rabaissé. Ici, on est à la hauteur de la tête des gens qui sont assis à leur écran. Ici aussi, on est assis à la table. C'est un premier, peut-être c'est le seul registre qu'on a vu jusqu'à maintenant où on essaie de montrer des gens en activité et on essaye de se placer au niveau de leur œil. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, que les gens étaient plus ou moins effacés des autres registres et puis qu'ils apparaissent ici, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça signifie certainement quelque chose. On pourrait dire aussi que les images ici sont complexes, c'est-à-dire qu'elles sont très chargées. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'objets, beaucoup de séquences. C'est probablement les images les plus chargées de toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Peut-être que ces images complexes sont signe du fait que le monde du travail est complexe et que les gens sont actifs et qu'ils gèrent des choses variées et diverses en même temps. Maintenant, si je tape architecture lumière, alors là, on est au cœur du sujet. Vous voyez que le registre aussi est très cohérent, c'est-à-dire toutes ces images, enfin, on peut à chaque fois en trouver quelques-unes qui divergent. Par exemple, celle-ci a de la couleur, mais toutes les autres, c'est des images très contrastées, toutes prises dans des contextes ensoleillés, c'est-à-dire que le soleil est un acteur et le soleil franchit les ouvertures. On ne voit pas l'extérieur dans la plupart des ouvertures, mais on voit la trace du soleil sur les espaces intérieurs. La matière ici, qui est très présente, c'est le béton. En fait, ça, ce sont vraiment des images d'architectes où, disons, en regardant ce registre d'images, je me demandais si la lumière, en tout cas traitée comme ceci, n'était pas l'élément qui permettait à l'architecture de se transformer en art, d'accéder au statut de l'art. En fait, ce sont des images extrêmement graphiques, avec quand même assez peu d'usagers, parce qu'en fait, ce sont des moments choisis pour leur côté spectaculaire. Et il n'y a pas de lieu de travail ici, il n'y a pas de lieu de vie. Ce sont des lieux de passage ou des lieux de... Ce canapé, par exemple, je doute qu'il y ait des gens qui se mettent là-dedans pour lire un livre de temps en temps. C'est le seul élément domestique qu'on voit. Partout ailleurs, ce sont des lieux de passage, des lieux de mise en scène, disons. La lumière est un élément de mise en scène. Voilà, pour terminer, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, j'ai tapé concours et architecture. Parce qu'en fait, je ne veux pas m'attarder parce qu'on va y revenir, ça va être dans la seconde partie de cette bulle qu'on va parler de ça. On voit des images ici aussi assez stéréotypées, je dirais, pratiquement que des espaces extérieurs, des images plutôt au format paysage, donc format large. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des images qui sont produites pour essayer de montrer ou d'expliquer ce que va être un projet.
vous vous rappelez, la première série d'images où j'avais tapé seulement architecture, c'était que des images de bâtiments très imposants avec une lumière froide. Ici, on a juste rajouté concours et on tombe sur des bâtiments où le vert réapparaît, puisque c'est quand même une tendance forte en ce moment. Il y a quelques usagers, mais en tout cas, ce sont que des vues extérieures. Bon, on va reparler de ces images parce qu'on va les confronter à des photos prises parfois quand j'ai pu le faire, des photos de bâtiments réalisés. Et puis, on va essayer de voir un peu comment interpréter ces images et comment peut-être savoir ce qu'elles veulent dire et savoir où est-ce qu'il faut regarder dans ces images. Et là, bien sûr, ce sont que des images de synthèse, puisque enfin non, peut-être qu'il y a une ou deux images de réalité qui sont glissées là-dedans, mais en principe, dans un concours, on montre des images d'objets qui n'existent pas. Alors, je vous propose peut-être qu'on arrête cette première séquence, et si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser. Donc, peut-être, pour conclure, vous voyez que avec des champs lexicaux très limités, au maximum 2 mots, en fait, on arrive à produire un panel de représentations qui sont assez homogènes entre elles. Et si elles sont homogènes, ça veut dire qu'elles ont été choisies par des algorithmes, par des moteurs de recherche, je ne sais pas, ou peut-être elles ont été choisies parce que ce sont elles qui ont recueilli le plus de clics. Donc elles sont montées dans le classement en fait, des images à montrer. J'ai essayé de faire l'exercice avec un autre moteur de recherche et en fait, on a les mêmes choses. Hein. Il y a des images qui changent, mais comment dire, cette homogénéité dans les images présentées existe et est similaire, quels que soient les moteurs de recherche, pour les différents champs sémantiques que j'ai sélectionnés ici. Ça veut dire qu'on est quand même un peu prisonnier de ces images. Si les images sont homogènes et systématiques, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait libre par rapport à ces images. Hélène et Céline, je vous laisse peut-être gérer ces histoires de questions, ou s'il y en a. Je disais merci pour cette première partie qui a mis en résonance les mots avec lumière et couleur ou absence de couleur et qui interroge, comme tu le suggérais, sur nos représentations collectives. Une première question pour prolonger cette discussion sur l'homogénéisation des images. Qu'en est-il des réseaux sociaux? A-t-on le même constat? Plutôt une réflexion qu'une question. Ça, je dois dire que je suis tellement pas expert en réseaux sociaux que je ne pourrais pas répondre. Et peut-être que tu nous expliques aussi ce qui t'a fait venir à cette réflexion de lumière, d'image de concours par rapport à ton propre Oui. vécu et à ton propre retour d'expérience. Et en fait, on peut dire qu'on a la chance à Estia d'être assez souvent sollicité pour faire partie du jury, en tout cas des parties techniques des jurys d'architecture. Et donc, on doit analyser des projets. En fait, on a bien sûr davantage que ces images. On a des coupes détaillées, on a des plans, on a des schémas, on a des textes, des écrits, etc., qui décrivent en détail le projet. Mais il faut dire que les images sont un élément quand même assez déterminant du choix final. Pas en ce qui nous concerne nous, puisque on nous questionne sur nos champs de compétences qui sont thermique, lumière, thermique d'été, thermique d'hiver, etc. Mais on voit bien, même souvent, avant d'avoir analysé les projets, on voit bien qu'il y a des projets qui sont très spectaculaires, enfin, qui proposent des images assez séduisantes. Et donc, selon la composition du jury et selon la culture aussi de ces gens qui composent les jurys, eh bien, les images peuvent être parfois un élément clé, enfin, qui vont emporter la décision en surclassant les autres arguments du projet. Et
Bon, pour moi, je trouve que c'est intéressant, en voyant une image emblématique d'un projet, de garder son libre arbitre, en fait, de l'apprécier, de éventuellement voir quels sont les points qui ont été un petit peu mis en emphase, mais de façon... Enfin, parfois, ces images sont fausses, en fait. Il y a des erreurs. Ces erreurs, parfois, ne portent pas à conséquence. Parfois, elles desservent le projet, même en termes d'image, et parfois, elles le survalorisent. Et donc, pour moi, je trouvais que c'était un exercice intéressant de faire ça de façon un peu plus systématique, d'avoir ce regard, de passer un peu de temps là-dessus. Euh, je vous en avais parlé, je pense que je vais rédiger un article pour la prochaine conférence CISBAT, qui est la conférence à Lausanne, tous les 2 ans, sur bâtiments performants, bâtiments qui s'inscrivent dans une démarche environnementale. Je pense que je vais creuser un petit peu la chose, et puis plus faire ça dans mon coin seulement avec mes propres idées, mais un peu questionner des gens qui produisent ces images, des gens qui les utilisent et des gens qui les reçoivent aussi. L'idée là de la bulle, c'est aussi de recueillir un peu des avis, des réflexions, Oui. si jamais vous en avez sur ce questionnement-là. Du coup, on va peut-être passer directement à la deuxième partie, si tu en es d'accord, à moins que tu avais des choses à compléter. Non, on va enchaîner. En fait, on va continuer sur ces images